Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, mercredi 21h, AMA, comme tous les mercredis et tous les dimanches. Et aujourd'hui, mercredi, on reçoit un artiste qu'on connaît tous très bien et qui est même Oracle. C'est Max. Salut Max. Eh bien, salut à tous. Et puis, bah, d'habitude, j'ai l'habitude de recevoir le mercredi, mais aujourd'hui, je suis reçu avec du retard. Donc, veuillez me pardonner. Et Mais non, il voilà, n'y a aucun retard. Ça, c'est vraiment juste, c'est juste des rêves. C'est juste des rêves. Donc Et voilà, aujourd'hui, AMA autour du projet Meta Legends, du coup, mon projet de collectible NFT. Exactement. Et du coup, là, on aura aussi l'honneur de retrouver les interviews de Jean-Phi parce que c'est lui qui va principalement faire l'interview aujourd'hui. Donc, tu peux aussi dire bonsoir, Jean-Phi. Bonsoir. Bonsoir Max, bonsoir Eddy. De toute façon Max, on le connaît dans la communauté. Ça n'empêche que tu peux te présenter pour ceux qui Je ne peux, te connaissent pas. je peux toujours me représenter. Voilà. Je m'appelle Maxime Accard, je suis artiste digital intéressé par la crypto depuis quelques années et dans les NFT depuis un petit peu plus d'1 an. Donc je suis directeur du studio de création MHS Prod, studio avec lequel j'ai des clients divers et variés. Donc je publie pas mal de travaux perso, mais là, pour vous citer quelques noms, actuellement des clients qu'on peut avoir, on travaille pour la marque Hublot, donc la marque de montres, on travaille sur leur campagne de Noël. Donc j'ai pas mal de clients dans le luxe en 3D, donc moi je suis vraiment spécialisé sur la création 3D. Donc je suis pas graphiste, je suis pas webmaster. Vraiment, mon truc, c'est la 3D et tout ce qui est dérivé de la 3D. Donc ça peut autant être du concept que du stage design pour des artistes. Bah là, c'était pour Kenji Girac. J'ai aussi travaillé sur des visuels pour Matt Pokora, Mylène Farmer, Bring Me the Horizon. Et Si je peux me, voilà, et donc, si je oui. peux me permettre, ma Pokora, il est alsacien. Donc, Ah, moi, je suis content. information importante. Ouais, parce que je suis Et donc, alsacien aussi. Pardon, excuse-moi. donc j'ai un univers assez influencé par l'art abstrait et génératif, par tout ce qui est, on va dire, dark art, donc influencé par voilà, tout ce qui est un petit peu mort, sombre, et aussi par tout ce qui est futuriste et cyberpunk. Donc voilà, un petit mix de tout ça. Donc dans ce que je fais, voilà, vous pouvez retrouver de l'abstrait, du génératif, de l'organique, et puis voilà un peu de dark art et de futuriste. Et donc tout ça se mixe, donc ça fait 8 ans que je fais de la 3D. Et je suis aussi du coup fondateur de la communauté Motion Designers Community, qui est une communauté assez grosse et qui m'a permis de rencontrer aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est tous des gros acteurs du monde NFT, mais ça fait des années que je connais des gens comme Beeple, que j'ai interviewé il y a des années sur ma chaîne, le superviseur FX de Star Wars, ou des gros top sellers comme Don Juice et tout ça. Donc c'est des gens que je connais vraiment depuis des années parce qu'en fait on a créé une communauté assez ouverte où on a une chaîne YouTube où aujourd'hui il y a 91 000 abonnés. Et le principe, c'est que c'est vraiment un espace communautaire où n'importe qui peut publier un tutoriel. On a organisé des événements. Bon, ça fait à cause du Covid, ça fait un moment qu'on n'en a pas refait. Mais en 2019, on a organisé des événements à Londres, Paris, Barcelone, Berlin. Donc voilà, on essaye d'être une vraie communauté et pas seulement quelque chose online. Et puis j'ai jumpé dans les NFT il y a 1 an et demi, en discutant un petit peu avec Jean-Phi, qui était venu me contacter par email lors de la genèse des collectionneurs. Donc j'ai créé mes premiers collectibles sur Rarible, et puis ensuite j'ai été approuvé sur la plateforme Super Rare. D'ailleurs, plateforme avec laquelle en décembre de l'année dernière, on avait fait un partenariat où j'avais été curateur sur 10 pièces avec des artistes de Motion Designers Community. Et donc, bah voilà, sur Super Rare, j'ai quelques œuvres. Voilà, dans l'univers que j'ai pu
j'ai pu vous décrire. Donc voilà, des choses abstraites, génératives ou encore assez sombres. Et donc voilà, ma favorite, c'est celle-ci, qui s'appelle Echo. Et donc en fait, qui est une collection de pièces, de pièces 3D faites avec le logiciel Houdini. Donc Houdini, qui est un logiciel qu'on qualifie de procédural. Donc procédural, c'est pas forcément génératif, c'est un entre-deux, c'est-à-dire que quand on fait un setup, on a un arbre de possibilités et en changeant un paramètre, tout peut changer. C'est pas totalement génératif parce que souvent dans le génératif, on part du principe que tout est absolument contrôlé et qu'on change un paramètre à n'importe quel niveau, tout peut être impacté. Procédural, c'est du presque génératif où parfois il y a des paramètres qui ne peuvent pas fonctionner dans notre arbre de possibilités. Donc pour les puristes du génératif, c'est pas du vrai génératif, mais beaucoup de gens font des choses beaucoup moins génératives et appellent ça quand même de l'art génératif. Donc l'idée, voilà, tout est basé sur des fonctions mathématiques, des bruits, des propriétés physiques pour recréer. Là, par exemple, quelque chose comme ça, en fait, ça peut être un. Alors, je crois qu'on peut pas faire pause, mais l'idée, voilà, c'est d'avoir des algorithmes, par exemple, qui vont faire en sorte que les points s'évitent, que les points se connectent, calculer la distance entre plusieurs points et les relier par rapport à certaines règles. Donc, l'idée, c'est vraiment jouer avec des règles très simples. On n'est pas obligé d'être très fort en mathématiques pour faire ce genre de choses et en sortir des designs. Donc ça, c'est un petit peu mon kiff et mon background en tant que digital artist, puisque je fais que du digital. Voilà, je fais pas de peinture, de dessin papier ou ce genre de choses. Je fais aujourd'hui exclusivement de la création digitale. Il y a du son hein, sur la dernière Ouais, œuvre tout que à tu fait. nous as montré. Ça, c'est toi qui l'as créé le son aussi ou... Là, on l'entend pas, je pense pas, Ah, via le ouais, live. alors le Mais, son, c'est une collaboration, parce que oui, j'ai aussi un background de musicien, et ça, c'est une collaboration avec un autre artiste qui a fait qui a fait pour moi le son sur cette vidéo. Donc il y a des vidéos où je fais le son, et il y a des vidéos où il y a d'autres artistes avec qui tu as je fait collabore. aussi une autre collaboration un peu un style Ouais, celle-ci. vidéo. Non, même c'était pas une Ah non. vidéo. Si, ça devait être. Ça, c'est une collaboration. En fait, je fais Ouais. beaucoup de collaborations. Je le fais depuis des années, en fait. Quand j'ai monté, on va dire, le collectif Motion Designers Community, j'ai tout de suite fait des collaborations avec des artistes. Donc, même si vous regardez mon portfolio sur Instagram, j'ai fait des collaborations aujourd'hui avec beaucoup d'artistes qui sont connus, comme G. Pierce. J'ai collaboré avec Bill Ellis aussi, euh, peut-être en 2017 ou 2018. Est-ce qu'il y a encore les visuels? Yes, ça, c'était une collaboration avec Bill Ellis. Euh, donc voilà, petite collab avec Bill Ellis, donc ça remonte. Donc voilà, j'ai toujours aimé faire de la collaboration avec divers artistes depuis Ouais, je pense que c'est de- intéressant de pouvoir. Gatelou Ah, aussi, qui aujourd'hui, pareil, est un top seller sur Unreal. Donc en fait, voilà, vraiment, moi, ça fait des années et des années que je fais ça avec Nulljack, ici avec Polygonatic. Ça aussi, c'était Bill Ellis. Voilà, donc ça avec Yvan Fuzzy, ça avec G-Walker, ça avec Skiva aussi. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui sont est-ce que connus tu dans le... penses que les digital artistes, en fait, c'est un peu une revanche avec les NFT ou en fait, ils étaient un peu mis à Totalement, l'écart avant et totalement. On avait cette discussion avec Yvan. Donc Yvan Fuzzy, qui est un très bon ami et qui, lui, a fait du coup une école d'art à Genève. Et en fait, c'est très récent que le fait que les artistes digitaux soient pris au sérieux. Et sans parler des NFT ou quoi que ce soit, quand on rentrait à l'école, quand on fait les beaux-arts, quand on fait quelque chose comme ça, il y a 5 ou 10 ans, bah voilà, on nous expliquait que l'art digital, c'est de la technique, c'est pas forcément de l'art, ou ce genre de choses. Donc il y avait vraiment beaucoup d'a priori. Et les formations finalement d'art digital, c'est assez récent.
Et il y a eu cette revanche effectivement parce qu'il y avait beaucoup d'art qui était valorisé, on va dire à des prix assez hauts, mais l'art digital, ça s'arrêtait souvent sur Instagram ou c'était vendu au format print, c'est-à-dire que on faisait une œuvre digitale et puis on la mettait sur, je sais pas, sur de l'alu ou quelque chose comme ça. Et en fait, le mouvement NFT, ça a intéressé toute une vague de nouveaux investisseurs et de nouveaux collectionneurs. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais acheté acheté une œuvre et qui se sont mis à collectionner du digital art. Et encore aujourd'hui, si vous dites par exemple que le jeu vidéo est un art, il y a des gens qui vous diront catégoriquement que non. Alors que si on y réfléchit bien, bah, ça combine des aspects cinématographiques, des aspects de design, des aspects de son, de narration, et en plus, l'art de faire un gameplay, l'art de rendre quelque chose fun. Donc en fait, le jeu vidéo, pour moi, c'est un peu comme le film finalement. C'est mêler plusieurs arts en rajoutant cette notion de ça doit être fun. Et donc encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous diraient que non, non, oui, le cinéma, c'est de l'art, mais pas le jeu vidéo. Donc on est encore un peu dans ce combat euh, d'une ancienne génération versus une nouvelle génération. Et les NFT, en fait, ça a permis la reconnaissance, je pense, de l'art digital en tant qu'art. Beeple, moi, ça fait des années que je le connais. Euh, Avant les NFT, enfin, c'était pas quelqu'un qui était spécialement valorisé. Et pourtant, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il faisait une œuvre tous les jours. Enfin, il a vraiment eu une renommée qui a explosé à partir de ses grosses ventes. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce format NFT, s'il avait créé, par exemple, euh, un print, bah, c'est pas sûr que ce soit parti à des sommes aussi hautes que ce qu'il a pu faire. Donc je pense que ça a été une espèce de revanche, mais aussi une revanche de la part des collectionneurs. Aussi une revanche de la part des gens qui ne se sont jamais identifiés à ce qu'on pouvait trouver chez Christie's, à des lampes accrochées au mur à 800 000 balles. Et ils se sont dit, mais tiens, finalement, moi j'aime tout ce qui est digital, j'ai été bercé par les jeux vidéo, par le cinéma d'animation, et puis finalement je me retrouve dans le fait de collectionner ces assets plutôt que d'aller collectionner un Rembrandt ou même voilà, un dessin ou ce genre de choses. Donc je pense que le NFT a été porteur d'un mouvement de libération pour l'artiste. Et idéologiquement, ça a amené aussi un peu cette vision du fait qu'il est possible de vivre de son art. Il est possible de sortir de la prestation de service. C'est-à-dire, il est possible de faire en fait ce qui nous fait kiffer et finalement d'en tirer un bon prix sans qu'il y ait un client derrière. Parce que la plupart des artistes digitaux, en fait, sont des prestataires de services. La plupart ne sont pas des artistes, en fait. Ils vivent dans le fait de satisfaire les autres. Et le NFT a été libérateur parce qu'aujourd'hui, on peut, pour certains, ça reste quand même un milieu assez nouveau, compétitif et pas si facile que ça pour en faire un make a living, quoi, gagner sa vie avec. Mais ça permet à des gens comme moi, par exemple, ben, de pouvoir gagner des sous en vendant mes propres choses et en arrêtant d'uniquement vivre des clients. Donc ça a été pour moi un mouvement aussi de libérateur et d'empowerment, de prise de pouvoir pour les artistes qui, enfin moi, Don Hughes, maintenant il est multimillionnaire. Il y a 2 ans, il me réclamait du travail en fait. Et pourtant, il était déjà excellent. Ouais, sauf que ben, on n'avait pas besoin de ses skills. Les gens disaient non, mais moi ça me plaît pas. T'es pas assez bon techniquement. Alors tu fais des trucs jolis, mais c'est pas assez optimisé pour un jeu ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, eh ben, il s'en sort très bien. Il fait ce qui lui plaît et les gens achètent. Donc ça a vraiment libéré beaucoup d'artistes. Moi, je connais beaucoup d'artistes comme Dangerous ou même Bill Ellis qui sont vraiment passés du statut de battants, quoi, des grands battants, à finalement aujourd'hui des artistes reconnus et en bonne santé financière. Donc pour moi, ça a aussi accompagné la liberté créative et financière pour certains artistes, parce que malgré tout, ça reste quand même un milieu où bah, il y a une forte quantité de personnes. Aujourd'hui, on est peut-être un petit peu en euphorie, où il y a beaucoup de gens qui se lancent avec tout type de collection. Et effectivement, il n'est pas garanti que parce qu'on fait des NFT, on va se libérer ou gagner des sous. Moi-même, j'ai encore mon entreprise, je fais encore de la prestation de services. Voilà, je pense que c'est une transition douce qu'il faut faire.
Ouais. pour tout simplement pour garder la tête sur les épaules et puis pas se dire vas-y, je claque tout du jour au lendemain. Enfin voilà, j'espère avoir expliqué un petit peu mon background. Bah oui, quand même. Après, on pourrait t'écouter des heures, donc on va quand même passer au projet Méta Légende. Donc en fait, ça va se passer en plusieurs phases. On va parler un peu de la jeunesse du projet, parler de ta communauté maintenant Méta Légende, la roadmap et puis l'avenir après le lancement qui est la semaine prochaine. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est créé Méta Légende? Je sais que tu travailles déjà depuis plusieurs mois dessus. Ouais. Comment, enfin, qui a eu l'idée? Vous êtes maintenant une équipe qui s'est agrandie. La communauté Méta Légende a explosé très vite sur Discord notamment. Expliquer un peu comment le projet a été créé en fait. Ouais. Alors, Metal Legends à la base, c'est arrivé un petit peu au moment où il y avait l'euphorie des collectibles. Déjà à l'ETHCC, il y avait beaucoup de gens qui me conseillaient de partir sur une collection de collectibles. Et j'étais pas spécialement intéressé parce que j'avais du mal à voir un petit peu les débouchés. Puis il y a eu Mechaverse qui sont devenus publics, donc avant les Meta Legends. Moi j'avais déjà cette idée de collectible, commencé à bosser sur des petits trucs en fait, mais rien de très concret. Puis il y a Mechaverse qui est arrivé et en fait ça m'a donné la vision en fait du fait que bah tiens oui il est possible en fait de faire des collectibles 3D de qualité. Parce que c'était un petit peu mon problème avec les collectibles, c'était tiens comment techniquement je peux arriver à faire un truc qui soit joli et quand même génératif, donc créer de la quantité et de la qualité. Et je tenais quand même à remercier ce projet et tous les projets qui réussissent ou qui échouent, parce que très souvent, un projet, c'est le résultat de beaucoup de choses. Et c'est via les échecs et les réussites des autres qu'on peut améliorer son projet. Donc moi, Mechaverse m'a beaucoup aidé dans le sens où j'ai vu une collection 3D de qualité, convaincante, avec une grande quantité. Et c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais attends, je peux pousser encore plus loin ce que je faisais, parce que j'avais déjà commencé à avoir des idées de collectif, mais c'était plus simple. Et là, je me suis dit, ok, eux, s'ils ont réussi à le faire, c'est bien qu'il y a des solutions. Donc j'avais cette idée qui était en train de mûrir. Et je me suis fait contacter donc par Robin Jensen, qui est un entrepreneur qui a plusieurs sociétés. Donc il était dans la crypto depuis un moment, il s'intéressait aux NFT comme beaucoup. Il avait senti aussi un petit peu le filon, on va dire, l'aspect financier et entrepreneur. Donc lui, il a plusieurs secteurs d'activité. Et puis c'était vraiment un passionné en fait, dans le sens où, comme moi, c'est un rêveur. Et très vite, on s'est dit qu'on allait pouvoir travailler sur des projets euh, où on était libre en fait. Parce que je me suis fait aussi contacter par pas mal de personnes, et même pour l'anecdote, j'ai refusé un projet de collectibles avec Michael Jordan, parce qu'il voulait partir en fait sur une idée de chèvre avec des tenues de basketball. Et en fait, c'est typiquement la raison. C'est typiquement la raison pour laquelle j'avais pas envie de faire de collectibles. En fait, c'est cette histoire d'animaux, et puis travailler pour quelqu'un. Pour moi, ça restait de la prestation de service. Si on me dit quoi faire, je sais plus mon projet. Et avec Robin, on s'est vraiment, et l'équipe, on s'est vraiment nourri un petit peu les uns les autres des idées. À la base, lui avait l'idée plutôt de Crypto Stars. Et puis, suite de discussion en discussion, moi je lui disais, écoute, moi ça ne m'intéresse pas cette idée de star, de starification, on est supra riche, machin. Je dis, en fait, ça c'est un peu boomer pour moi, c'est un peu la vision. Enfin, c'est pas la vision crypto que j'avais. Et du coup, il a été tout de suite très ouvert. Donc, je suis venu un peu sur la table lors d'une réunion avec les autres associés en disant, bah tiens, moi j'ai cette idée. On n'avait pas le nom des légendes, mais en fait, j'avais créé les catégories. Je peux peut-être vous montrer une des toutes premières fiches des légendes. En fait, on a fait une réunion où on a discuté d'idées. Et alors, dans le projet, à la base, dans la team development, on avait Mokhtar, du coup, qui est le développeur, qui était, parce qu'il n'est plus dans le projet, développeur des NBA Top Shot. Donc voilà, on avait quand même une équipe assez solide dès le départ. Et lui, pareil, avait une vision assez OG dans l'idée. Pareil, il a servi à enrichir un petit peu ce débat de base en disant ouais, ouais, ce truc de richesse, c'est pas l'esprit crypto en fait, c'est l'esprit
Enfin, selon lui, il pensait un peu comme moi, c'est un peu cet esprit des newcomers, en mode ouais, on va devenir vite très riche, on va monter un club de riches. Non, c'est pas vraiment l'esprit crypto. Donc du coup, on s'est dit bon bah, on va revenir avec une proposition. Et du coup, je suis arrivé en discussion Zoom quoi avec cette idée. Donc qui a inspiré en fait. C'est pour ça que j'ai que les autres projets sont, sont, sont toujours le résultat d'autres inspirations passées. Donc j'étais un petit peu inspiré par les punks, dans le sens où moi, ce que j'avais noté chez les CryptoPunks de Larva Labs, en fait, c'est ce côté identifiable. Par exemple, si on prend les CryptoPunks, et bah, très vite, bah voilà, ça c'est un singe, ça c'est un homme, ça c'est une femme, ça c'est un alien, ça c'est un zombie, lui il a la crête de punk et la pipe. Et je me suis dit, en fait, mais ça c'est vraiment le point fort des CryptoPunks, c'est-à-dire que en une demi-seconde, on sait de quoi on parle. En une demi-seconde, on sait si c'est un alien ou un zombie, par exemple. Et ça, dans beaucoup de projets, parce que j'ai collectionné des projets, par exemple, j'ai collectionné les Gévols, et ben moi, je vous avoue que en regardant, j'ai aucune idée de comment identifier la rareté. Alors au début, je me suis dit, ouais, tiens, c'est peut-être les petites ailes, c'est de la couleur de peau, c'est ces trucs. Et en fait, j'ai été obligé d'aller sur Rarity Sniper pour voir une putain de rareté et des trucs qui me semblaient rares visuellement ne l'étaient pas. Et en fait, je me suis vraiment dit, mais attends, il y a des collections où le côté identifiable de la rareté n'existe pas en fait. Il est simplement basé sur des statistiques aléatoires. Et si on n'a pas Rarity Sniper, il est impossible. Là, je vous le montre, il est impossible de savoir quel est le plus rare. Et si je vous montre, alors c'est pas pour cracher sur la collection, hein, je suis toujours holder de mon Jevol et enfin, voilà, j'aime beaucoup l'artiste Kid 8 aussi, donc c'est plus pour prendre ça à titre de comparaison personnelle que critiquer un projet, hein. Euh, donc on va regarder par exemple IS Last Sale, je pense que c'est le plus rare. Et voilà, c'est ça le plus rare. Et bah moi franchement, vous me les auriez tous montrés au hasard. Enfin, je sais pas, moi j'en aurais choisi un autre. Et du coup, bon, d'où cette idée avec les légendes. Quand je suis venu avec ce truc-là, je me suis dit, bon, ben là, il faut qu'en quelques secondes, tu vois, bah, les célestials, c'est les bleus. Il faut que ça fasse comme les CryptoPunks et les apes, quoi. Que le mec, quand il en a un bleu, bah hop, en une demi-seconde, on sait quelle rareté. Tiens, il en a un doré, ce serait par exemple l'équivalent des zombies chez les punks. Tiens, il a un rouge, c'est l'équivalent des apes. Donc voilà, ça a été une inspiration, pas au sens graphique, mais une inspiration au sens de comment manager et gérer la rareté de son projet de collectibles. Et puis après, voilà, il y avait toute cette idée. L'idée, c'était de créer des espèces de gardiens du métaverse avec des personnages un peu en opposition. Il y a des méchants et puis il y a des factions qui ont volé, par exemple, du pouvoir à d'autres. Et recréer un petit univers influencé de plusieurs projets. Et le contexte, c'est ça a été posé dès le début. Le contexte, c'est on est vers la fin du monde, donc on est très proche. Et les gens, pour survivre, ont le moyen de projeter leur conscience dans le métaverse. Donc on pourrait dire que c'est une inspiration Ready Player One, Matrix, c'est un peu toute cette vague sci-fi, mais en reprenant un contexte assez actuel. Et du coup, il y a toute une narrative qui a été développée sur les personnages par rapport à leur statut. Par exemple, les ROF, bah, ce sont des survivants qui ont sacrifié ce qu'ils avaient dans le monde physique pour pouvoir rejoindre le métaverse. Donc du coup, ça crée des références, des visuels par rapport à cet univers. Les Matrix Angels, c'est les codeurs et les développeurs du métaverse, donc qui ont eu un petit peu plus d'avantages sur d'autres personnes. Donc ça, c'était ma première fiche avec laquelle je suis venu. Et ça a fait l'unanimité quoi, à la fin du call. Tout le monde s'est dit, bon ben, let's go, on part On a là-dessus. pu. Vous étiez combien à la base? Vous étiez 3? Euh, 4? Du coup, 4, ouais. Ça s'est monté petit à petit. Du coup, sur les gens qui sont dans le projet, ben, on le voit en bas du site Meta Legends. Ouais, mais maintenant Aujourd'hui, vous êtes combien? 15, 20? ouais, on est beaucoup plus. Mais voilà, à l'origine, il y avait du coup Robin, Salim, Quentin et moi. Donc Robin et Salim qui sont deux entrepreneurs. Et Quentin qui est spécialiste crypto, blockchain, l'aspect un petit peu plus technique. Donc lui, c'est lui qui s'occupe un petit peu de la partie back-end, smart contract et gérer l'aspect un petit peu plus technique du projet. Donc il est un peu plus dans l'ombre, mais il a tout autant sa part
dans le projet. Et du coup, ben, ça a fait l'unanimité. Et puis de là, c'est parti, pour parler poliment, en couille. Tout le monde s'est mis à écrire des histoires de son côté. Donc, vous pouvez regarder le trailer qu'il y a sur le site. Ouais, Euh, d'ailleurs, il y a des super trailers, hein. C'est qui fait les trailers d'ailleurs? Bah, c'est Robin qui s'occupe de la partie trailer. C'est pour ça que j'ai vraiment tout le Avec monde. la map, le monde, tout là. Exact, Je ouais. l'ai vu. C'est impressionnant, c'est super bien fait, quoi. Voilà, donc je vais regarder pour couper le son du site. Donc du coup, voilà, il y a toute une narrative qui a été créée et qui a été enrichie par les membres les uns les autres. C'est-à-dire que moi, je suis venu avec une idée qui tenait sur une page, et quelques jours après, il y a Robin qui vient avec des éléments, et chacun a nourri l'histoire parce qu'on se l'est tous approprié. Il n'y a pas eu d'opposition ou de discussion. On est tout de suite parti sur la même idée. Et voilà, puis petit à petit, les designs ont évolué. Donc ça, c'est plutôt les designs finaux. Mais entre-temps, c'est ça qui est toujours intéressant de voir dans un projet. Il y a eu il y a eu des designs intermédiaires qui étaient un petit peu moins travaillés, voire des résultats encore moins travaillés, hein, comme les tout premiers. Donc voilà, il y a eu quand même comme on peut dire, long way, un long chemin entre les V1, les V2 et les V3. C'est peut-être Euh, même pas terminé encore, de toute façon, tu continues. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est tu vas ouais. pouvoir être à temps, ou parce que tu as toujours voulu Oui, peut-être rajouter toujours des petits trucs, et ah, je vais rajouter ça, enfin, ouais, je c'est suis infini, quoi. toujours, je suis toujours, toujours dans ce cas-là, mais là, comme on approche de la deadline, là, on est dans la finalisation, l'algorithme de génération est prêt et fonctionnel. Donc voilà, c'est fini, mais ça a bien progressé. Je pense que c'est ça qui est fascinant aussi dans le process artistique, c'est qu'on voit souvent le résultat final. Mais Alors, ouais, quand je vois bon, Mechaverse, hein, qui est un très beau projet, et Meta Legend, ce que je reproche à Mechaverse, hein, c'est que bah, déjà, ils n'ont pas de background. Donc, mhm. c'est un peu, ça fait un peu des NFT, des PFP un peu trop uniformes. Et on ne sait même plus trop, en fait, qui est plus rare ou pas. Je trouve qu'ils se ressemblent vraiment tous. Toi, ton projet, il y a beaucoup plus de background derrière, tout un univers. On voit vraiment qu'on est dans des choses complètement différentes. C'est beaucoup plus poussé, moi, je trouve, enfin, pour ce Bah, projet-là, que Mechaverse, quoi. merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et c'était un petit peu l'idée aussi de se challenger, de se surpasser. Nous, on aura plusieurs milliers d'éléments qui vont être mixés. Euh, donc, Tu sais, actuellement, vous êtes, enfin, combien il y a de rareté, enfin, de traits de pro, traits de rareté? Trop? pas loin de 3000, quelque chose comme ça. Ok. Donc, ça fait un paquet. Et je le regrette actuellement parce que je le paye en heures de sommeil. Mais, in fine, je pense que toute l'équipe sera vraiment très fière d'avoir eu un projet où on peut vraiment s'identifier. Aussi, un projet où il y a eu ce challenge, on va dire, technique et graphique, d'être capable de produire autant de pièces fonctionnelles en 3D avec des lumières différentes. Et on a créé un algorithme assez complexe en fait avec du light linking. Donc en fait, chaque asset existe en plusieurs versions. Et ça, c'est le côté graphique porn. Par exemple, s'il y a un néon bleu, bah, l'asset reste le même, les métadatas restent les mêmes, mais les réflexions changent. Donc vraiment, on est parti très loin. Comme je vous le dis, une fois que ça sera sorti, j'en serai très fier, mais pour le moment, je pleure du sang. J'ai certains de mes collaborateurs et ma femme et ma belle-sœur qui m'aident même à faire les rendus. On fait des nuits blanches parce qu'en fait, je me suis imposé une charge de travail qui était beaucoup trop grosse. Mais enfin, quand ça va sortir, je pense qu'on sera vraiment content d'avoir autant de variétés, de traits, d'univers, et d'avoir contribué, comme Mechaverse a pu le faire, à augmenter pour moi le niveau de la qualité des projets génératifs 3D. Bah, nous, on posera notre petite pierre à l'édifice en disant, bah, voilà, on a un algorithme de génération encore plus poussé qui gère aussi les aspects de la lumière. Et je pense qu'après, on va voir naître des projets de plus en plus incroyables. Et on sera content historiquement d'avoir pu participer à l'innovation en fait sur les projets collectibles.
Je parle au Alors, passé, mais le projet n'est pas encore sorti, mais on voilà, c'est voit, des fois, on voit, quand tu fais des giveaways, et cetera, l'avatar, il bouge, il va bouger ou il sera fixe, pour les, alors, c'était dans les idées, originales. Une des autres inspirations du projet, c'était aussi, The Dudes, que j'ai connu, via toi, Jean-Phi, hein. Ouais. D'ailleurs, j'étais revenu en message perso te dire, «Ouais, c'est quoi le nom de cette collection?» C'était vraiment une inspiration et en fait, on est parti plus loin que The Dudes. C'est ça notre problème. Donc voilà, il y avait vraiment ce truc où je me suis dit: «Tiens, ce serait marrant, faudrait qu'on ait une interaction sur OpenSea quand on bouge, la souris à droite à gauche». Donc il y a cette interaction si vous allez sur le site aussi. Voilà, il y avait des gifs et l'idée c'était de créer, une espèce de petite série animée et puis à un moment, on s'est dit, parce que ça posait des problèmes de qualité et de compression, d'accessibilité et on s'est dit: «Fuck it, on reste sur des images mais on va beaucoup, beaucoup plus loin». Et on part, sur des modèles, full 3D. Est-ce que j'ai un petit truc là, à vous montrer? Ouais, je pense que je dois avoir un petit bonbon, à vous montrer ou sur mon Twitter, ça doit y être. Une petite seconde, je vous cherche un exemple de modèle 3D work in progress. Donc ça, c'était les concept art, du coup, pour les persos en entier. Du coup, tu vois, on est parti plus loin que l'idée des GIFs. On s'est dit, bon, bah, on va partir sur des modèles en entier. Là, du coup, c'est les Ape qui ont été une inspiration, Bored Ape. On s'est dit, attends, les mecs, ils font des projets où il y a tout le perso. Faut aussi que nous, on ait tous nos persos. Et donc, voilà, on s'est vraiment imposé une charge de travail monstrueuse, mais qui, je pense, va être. Voilà, ici, il y a le tweet. Donc, voilà, on travaille aussi sur les modèles complets. Donc Des ça veut dire légendes. quoi, en fait? Ça veut dire quoi? Donc il y aura le PFP et après on aura le complet ou comment ça va se passer, en fait? J'ai pas très bien Exactement. compris. Exactement. En fait, Metal Legends, c'est un projet assez complet, puisqu'en fait, il y a le profile pic. Mmh. Et en fait, notre roadmap, elle est intéressante. Alors, je vais passer outre les Bah, autres points. on va en parler après, donc Ouais. de toute Mais juste, façon. voilà, pour arriver jusqu'au bout, en gros, parce que c'est lié à ta question, oui, en gros, on crée notre métaverse et du coup, les PFP vont être reliés aux personnages 3D qu'on va avoir dans ce métaverse. Donc D'accord, oui, OK, bah, il y on en aura des persos. parlera tout à l'heure avec, Voilà. MetaLife dans ces cas-là. Du Hem, coup, voilà, c'est pas un simple PFP project. Derrière, il y a tout un écosystème avec la création entière de modèles prêts et animables pour le métaverse. donc on va parler de la communauté, Meta Legends. Donc votre communauté, bah, surtout sur Discord, hein, il y a eu un gros afflux, parce que là, ça fait combien de temps que vous avez lancé? Un peu plus d'un mois, On le a annoncé Discord? le 12, je crois, donc Septembre? Octobre? octobre. Ouais, je crois que Ouais, c'est le voilà, c'est 12 ça. octobre qu'on a fait le reveal. Eh ben, Donc ça ça fait un fait peu plus d'un mois. Maintenant, ouais, vous êtes plus de 90 000 ou ouais. quelque chose comme ça. Alors, Donc on avait dépassé les 100 000 assez rapidement, mais ça, c'est un problème assez connu des Discord. Il y a beaucoup de bots qui nous ont rejoints. bah oui. Hem, En fait, on a eu parce qu'on apprend aussi au fur et à mesure, on avait fait un concours d'invitation, et en fait, il y a des gens qui ont créé des faux comptes ou qui ont invité des bots pour gonfler un petit peu leur participation et nous, c'était vraiment très sincère, tu sais, cette idée de faire un concours. On s'est pas dit qu'on voulait des fake metrics parce que c'est plutôt quelque chose, sur laquelle, je cherche à lutter contre, tu vois? Le fait de tricher sur ses stats et finalement, on s'est rendu compte, on s'est dit: «Merde, il y a quantité de gens qui rejoignent et parmi ces gens qui rejoignent, il y a une proportion assez élevée de bots. Donc aujourd'hui, on est 80 000 personnes actives et vérifiées. Donc vous pouvez regarder sur notre Discord, on a le nombre exact de personnes parce qu'on a mis numéro de téléphone, CAPTCHA, plus une vérification. Donc là, vous avez le vrai chiffre non truqué de ce qu'il y a dans le Discord. Donc on est officiellement 84 000. Et effectivement, quand on regardait les statistiques totales, il y avait plus de 150 000 personnes à un moment, enfin plus de 100 000 personnes. Et si on n'avait pas créé tout ça, il y aurait 150 000 d'affichés, mais la vraie métrique, voilà, c'est 84 000 personnes vérifiées.
Donc ça va poser problème si, sachant qu'il y a 12 345 méta légendes. Donc en fait, moi je suis dans beaucoup de communautés PHP notamment, et je surfe un peu sur les différentes communautés. Et sincèrement, c'est pas parce que tu es toi Max, hein, mais j'ai jamais vu une communauté comme la vôtre, aussi active, aussi présent, parce que tu es régulièrement sur le vocal, sur le Discord de Meta Legends, en répondant à toutes les questions. Il y a des concours, j'ai vu. Vous avez mis tout un système de whitelist, alors avec des eggs, etc. On a caché Vous des QR avez, codes dans nos trailers, on a fait des voilà. chasses. Donc, Euh, tu peux expliquer un peu enfin, tout ce que vous avez pu faire pour les whitelists, sachant qu'il en reste encore, je crois que c'est ouais. 1000 le maximum en Ouais, whitelisting. c'était un choix un peu spé, parce qu'il y a beaucoup de projets qui nous disaient faut faire full whitelist. On a choisi des positionnements un peu risqués, mais je pense novateurs, dans le sens où on voulait faire une petite whitelist, mais vraiment rewarding, tu sais, une whitelist qui donne envie de garder son NFT. Et en fait, on avait caché, ça c'était le premier effet d'annonce, je pense que c'était le plus impactant. Dans notre trailer, en fait, on avait caché un QR code, mais on n'avait pas annoncé. Et puis un jour, on poste sur Twitter, êtes-vous sûr que vous avez bien regardé le trailer? Et en fait, là, il y a eu un déferlement. On avait créé une page internet spéciale. Donc maintenant, c'est visible sur le site. Il y a la catégorie Easter egg, où voilà, bon, bah, maintenant, ça fait partie de la communication Meta Legends. Mais ce tout premier Easter egg, il n'y avait pas de section Easter egg. Il fallait trouver ce, Ça a été vite, hein. Ouais, c'était n'importe quoi. Et du coup, on tombait sur cette vidéo. Donc une Ouais, petite il y a vidéo vraiment des cachée. malades qui arrivent à tout trouver, quoi. Je trouve ça impressionnant, Voilà. Donc super vite, quoi. une vidéo, je sais plus combien de temps elle fait, mais une vidéo de 3-4 minutes qui explique, voilà, hidden vidéo, qui explique, on a créé toute une narrative avec un personnage qui explique que sa conscience, elle a été bloquée, qu'il faut devenir un gardien du métaverse. Et c'était assez complexe parce qu'après, ça renvoyait vers un autre site, ensuite avec une autre énigme. Et enfin voilà, on a vraiment créé tout un système avec tous les mercredis des énigmes online, donc accessibles par tous dans le monde. Et on a créé aussi des énigmes très puissantes En IRL, hein. qui commencent sur le web et qui se finissent en IRL. Et là, pour la dernière, à Shanghai, il y a des gens qui ont pris des avions et tout. Enfin, c'était assez. Compris des avions pour retrouver les Ouais, indices? Non. si, si. Donc c'était assez mortel à vivre comme chose. Et d'ailleurs, il y a le dernier Easter egg 100% online ce samedi. Donc ça, c'était un petit peu niveau communication. Et en fait, les gagnants de ces whitelists en fait, deviennent des gardiens célestials. Donc les célestials, c'est les plus rares. Il n'y en a que 11, donc plus 5, les 5 héros des Easter eggs. Et l'une des particularités, c'est que je les design selon leur demande. Donc c'est vraiment presque pour le coup comme une commande. Et donc ces gens-là, en fait, vont faire partie, on va dire, vont avoir un impact assez fort dans notre DAO, puisqu'on prépare une DAO pour les légendes. Mm. Et du coup, je vais vous montrer des petits visuels. Je vais aller sur les renders. Donc les Easter eggs, hein, pour redire, c'était en fait une compétition, et il fallait trouver quoi? Un QR code dans la ville C'est ça. euh, D'abord, il y avait un QR code dans une vidéo qui amenait vers une autre vidéo, qui amenait ensuite dans Central Park pour le premier. Et il y avait Ouais, un. j'ai vu pas mal de photos où il y en a qui couraient aussi pour Ouais. récupérer. Et à Paris, on avait fait un truc de salaud. On avait caché un QR code sur un cadenas sur le pont des Amoureux. Et Ah. il y avait entre une trentaine de personnes qui sont venues, qui cherchaient au même moment. Et c'était vraiment. C'était assez incroyable. Donc voilà, et donc ça, c'est les héros célestials. Donc c'est des célestials que j'ai designés par rapport aux inspirations des gens qui trouvent l'énigme en fait. Voilà, donc eux deviennent on va dire, membres du conseil, donc avec une place importante dans la future DAO. Ils auront leur célestial et qui est designé selon leur influence. Donc je leur demande qu'est-ce que tu veux pour le fond, qu'est-ce que tu veux pour le corps, pour les yeux. Donc il y en a un qui est inspiré plutôt par des inspirations ninja asiatiques. Là, c'était inspiré par Akira.
donc le manga. Et puis là, c'est une inspiration assez spéciale avec des références qui est personnelles et les armures d'Edra de Skyrim. Donc voilà, c'était un petit mélange de plusieurs projets. Donc voilà, on a essayé vraiment de faire quelque chose d'assez marrant et novateur pour ces easter eggs. Et puis après, il y a des easter eggs plus simples qu'on lance les mercredis. Donc par exemple, avec des petites énigmes un peu plus faciles. Et là, c'est des whitelists à gagner. Donc cette grosse digression pour dire qu'on a vraiment essayé de créer un système fun pour les whitelists et whitelists et pas faire un système classique, quoi. On Ouais, voulait non, vraiment c'était vraiment très, très innovant, je trouve, par rapport aux autres projets. Euh, Puis ne serait-ce que le fait que tu puisses être accessible pour la communauté, un artiste qui est accessible comme ça pour la communauté, c'est tellement rare que c'est vraiment super bénéfique pour la communauté que vous êtes en train de créer. merci beaucoup. Puis moi, de toute façon, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé la communauté. Et c'est pour ça aussi que je m'investis dans les collectionneurs. J'ai toujours aimé être au contact des gens, construire des choses, que ce soit des projets éducatifs, fun ou créatifs. Enfin, ça fait partie aussi des choses qui me font plaisir, tout simplement. Donc ça démarre la semaine prochaine. Donc vous avez choisi la blockchain Ethereum. Est-ce que c'est par pourquoi, sachant que il y a quand même des frais de gaz. Vous avez trouvé un système de Dutch Auction. Est-ce que tu peux un peu parler comment ça va se passer le mint la semaine prochaine? On est parti sur la blockchain Ethereum pour plusieurs raisons. Ça a été un choix influencé par le groupe. Et comme je vous ai dit, à la base, on avait le développeur des NBA Top Shot. Et beaucoup de personnes dans l'équipe étaient assez pro Ethereum. Moi, ça a été un choix. J'ai moins de connaissances sur la partie technique, les smart contracts, toutes ces choses. C'est des choses que j'ai découvert vraiment depuis un an et dans lesquelles je me suis plongé dedans. Avant, j'investissais dans la crypto sans vraiment être à fond. Donc, c'est pas un choix qui a été impacté au maximum par ma voix. Mais disons qu'on croit tous très fort dans la blockchain Ethereum. On croit à son évolution sur le layer 2, sur l'avenir. Et puis c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de collectionneurs. On a pu vivre des moments aussi sur la blockchain Solana avec beaucoup de projets qui se sont copiés les uns les autres. Le jour où elle a été shut down et beaucoup d'autres polémiques qui nous ont fait un petit peu... euh, enfin, qui nous ont conforté dans l'idée de rester sur Ethereum malgré le fait qu'il y a ces problèmes de gaz c'est un peu un problème infernal, mais j'espère qu'il va se solver euh, assez vite. Donc on est Bah, votre parti, système de vente va être en partie, je pense, va permettre en fait ça d'éviter va les méga réduire, joies ça et va de réduire. la réduire normalement. L'un des plus grands débats qu'on a eu en interne, en fait, c'était quelle est la méthode qu'on va utiliser. Et on voulait partir à la base sur une rafle, totalement inspiré par Mechaverse. Ce qu'ils ont fait, c'était vraiment pas mal, mais en plongeant un petit peu plus loin dans le côté technique, on s'est rendu compte que tout n'était pas on-chain, qu'il y avait eu voilà, des choses aussi un petit peu polémiques, notamment Mm. avec des gros investisseurs qui étaient arrivés avec beaucoup de bots. Du coup, il y avait des gens qui avaient eu finalement... la rafle était à la base censée être un truc fair, et en jetant un deuxième coup d'œil, finalement, ça nous a paru être quelque chose de tout aussi faillible. Mm. Euh, voilà, on a un peu Oui, il y a idéalisé le eu pas mal truc de à la base. polémiques derrière. Voilà, et du coup, on voulait partir sur la même chose, et puis on s'est rendu compte que ça allait être difficile, parce qu'il y a toujours cette contrainte de temps. Le mint classique, c'était pas trop l'idée. Et l'idée de la Dutch, ça posait aussi un peu question, parce que voilà, on part d'un prix haut, il y a beaucoup de projets. De toute façon, tous les projets qu'on fait une Dutch ont été critiqués, hein. Moi-même, quand j'ai vu par exemple les Meebits ou les Apes, on s'est tous posé la question, tiens, est-ce que ce qu'il y a derrière, c'est pas juste un cash grab, tu vois, c'est normal de se poser la question. Donc nous-mêmes, c'est là où on s'est dit effectivement, on ne peut pas créer un projet juste de PFP. Et en fait, on crée vraiment tout un écosystème avec une application qu'on va développer et un métaverse sur lequel on a déjà commencé à travailler. Donc je spoil, il va y avoir, je vais vous montrer aujourd'hui en live, donc restez bien, deux, trois petites images
Oui, on de va ce parler juste après de MetaLife et de voilà. Metaverse. Mais là, c'est plus le Et Mint. Donc ça donc les commence à 3 Ethers. Par c'est contre, ça. j'ai vu que Toutes les 10 minutes, ça en, descend. contre, en contrepartie, il y a des avantages. Exact. Euh, et ça, ça, on peut en parler parce que suivant le prix où tu achètes, le range que tu achètes, tu n'auras pas la même chose en contrepartie. Exact. Et pareil par rapport au premier mint et au dernier mint. C'est ça. Donc dans l'idée, on a créé un système, de Dutch, mais vraiment, nous, encore une fois, l'objectif, et pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment l'objectif de construire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah, c'est bien, tu vas pouvoir, déménager sur les îles, quand tu auras les sous». Et moi, je réponds: «Bah non, en fait, c'est le début. C'est le début du travail, en fait. C'est le début du projet, en fait, l'après-vente. C'est le vrai début, du projet». Et donc on a vraiment essayé de créer quelque chose qui soit, vraiment, rewarding. Donc, non seulement ça va permettre d'alléger un petit peu les gas price, et pas se retrouver sur des trucs totalement délirants comme il y a sur les ventes publiques. Et on s'est dit, qu'on allait déjà récompenser les gens, de manière assez fair sur, notre métaverse et aussi, en réel. Et on a aussi décidé de décorréler, ces NFT de la PFP. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter, sur la Dutch, par exemple, entre 2 et 2,5, et ben, même s'ils flippent ou ils revendent leur Meta Legends, et bien, en fait, on va dropper quand même sur, leur adresse, le NFT. Tout simplement parce qu'on souhaite développer un métaverse décentralisé, et on croit, aussi à l'accessibilité de notre métaverse, que ce soit un truc assez collaboratif et pas forcément basé sur juste les légendes. Donc on voulait vraiment permettre aux gens de ne pas faire une espèce de hold-up et à tout prix avoir des holders, mais aussi respecter le fait que bah, il y a des gens qui investissent, pour revendre. Ça, faut le savoir, faut le respecter, et chacun est libre, de faire, ce qu'il veut. Je suis pas fan non plus des communautés qui imposent aux gens: ah, tu dois hold, tu dois faire ci. À un moment, chacun fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est les incentives, et on va en reparler, quand on va parler du métaverse. Et puis aussi, on a décidé de faire, vraiment beaucoup, beaucoup de cadeaux, à la communauté. Donc, là, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont partir. Donc les 300 premiers auront, une place, importante, dans la DAO et dans la pré-DAO, parce qu'en fait, ça va être quelque chose qui va être, développé. Mais d'abord, les 300 premiers vont faire partie d'un conseil. Donc ils vont déjà nous aider à prendre, des décisions importantes sans, qu'il y ait la DAO en place. Et puis ensuite, quand il y aura la DAO, ils auront un peu plus de tokens et un double vote. Donc l'idée, c'est vraiment, récompenser les gens qui croient, en notre projet. Vous avez Ensuite, déjà défini le nombre de tokens ou c'est en discussion. c'est Pour le encore en moment, discussion? ouais, pour le moment, ce qui n'est pas affiché sur notre site ou dans le light paper, c'est pas forcément des informations que je peux, Mais il communiquer. y aura une DAO, quoi. Ouais, c'est prévu et c'est en discussion. Du coup, voilà, invitation, sur la fête privée. Il y aura des figurines pour les 3000 premiers. Donc voilà, ce qu'on a noté, c'est que les rewards, du top, débloquent ceux du dessous. Donc si on est dans les 300 premiers, on a, tout, en fait, tous ces Ah trucs-là. bon? Ouais, Ah oui, ouais. d'accord. Je pensais vraiment que. Non, non, D'accord, non, ok. on va Ah on va ouais, vous peut-être avez les 300 premiers récoltent la totalité des trucs derrière, quoi. exact. Donc, on va peut-être le remettre un peu plus, en évidence. Ouais, parce que pour Donc moi, si tu étais entre 0 et 300, tu été comme ça, puis après de 300 à ouais. 1000, tu avais. Ok, Ouais, faut peut-être qu'on marque, first, peut-être entre 0 et 300, et puis first 1000, first, ouais, tu raison. je sais Donc pas, ouais. donc du coup, ouais, les 3000 premiers auront une figurine, 3D, les 5000 premiers auront un print, signé, les 7000 premiers un t-shirt, les 9000 premiers, une casquette. Et là, justement, on voulait, faire aussi voter la communauté pour commencer à mettre en place un petit peu, un système de vote et savoir ce que les gens, voudraient avoir. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de créer non seulement un système de Dutch, qui peut paraître cher en apparence, mais en fait, on développe vraiment notre projet comme une entreprise. Et derrière, c'est déjà des sous on a déjà commencé à investir nos propres sous, et c'est des sous qu'on va réinvestir en fait dans une équipe qui va bosser, à temps plein, sur, l'application, sur le métaverse et tout ça. On a vraiment cette optique
on va créer de la valeur parce qu'on fait des choses. On va pas créer de la valeur parce que quand tu es holder de notre NFT, t'inquiète, on va te dropper un autre, un autre NFT plus tard. Non, non, on veut vraiment créer de la valeur comme si c'était vraiment un développement de projet. Et en théorie, plus notre projet prend de la valeur, plus notre métaverse et tout ça va prendre de la valeur. Puis ceux qui sont intéressés, il y a une keynote. On a fait une présentation justement pour parler de tous ces aspects sur le site. Donc on est public. Les projets qui sont privés, nous on est public. Donc toutes les informations, on est 100% stalkable sur le net. Voilà, donc même les fondateurs, vous pouvez aller Ouais, sur même on les société.com. voit sur Like Paper et ils y sont. Enfin, Voilà, c'est vous un peu le pouvez. Like Paper, je pense. Voilà, on parle de notre application, du métaverse et un petit peu de toutes ces choses-là. Alors j'ai vu aussi autre chose originale. La whitelist, ils mintent après la public sale. Ouais, tout à fait. Euh, Donc c'est inversé par rapport à ce qui se fait d'habitude. Ceux qui sont dans la whitelist là, par rapport au mint là, que tu Ouais. montrais tout à l'heure, ils ont le droit à quoi du coup Ah, les waitlists, ils sont pas mal. Donc voilà, waitlist will also get special vehicle, pet and armor. Et du coup, je peux vous spoiler un petit truc. Donc en fait, il va y avoir des motos spéciales waitlist. Donc voilà, on travaille avec des concept artistes pour travailler sur les assets qu'il y aura dans notre métaverse. Et donc là, on est déjà sur le design d'une moto, d'une moto 3D qui sera disponible pour les whitelists. Donc voilà, on travaille vraiment sur une manière de rewarder et de créer de la valeur autour de notre projet avec vraiment des assets qui soient intéressants et utilisables. Donc ça, c'est une moto qui va être remodélisée totalement en 3D et utilisable. Un petit peu comme ce que peut faire le studio Artefact ou Ape, les gens auront leur modèle, seront propriétaires des droits, y compris commerciaux, de leur NFT. Donc après, ils en font euh, ce qu'ils en veulent en fait. Ils peuvent l'intégrer à un autre projet, ils peuvent en faire un branding autour ou peu importe. Enfin vraiment, on essaie de travailler sur quelque chose d'assez intéressant pour rester le plus accessible possible. Nous, la manière dont on voit un petit peu ce métavers, c'est comme un web 3.0. L'idée, c'est de garder cet esprit d'Internet dans le sens, ça appartient pas à une société. Et même s'il y a des sociétés derrière, finalement, c'est un peu à tout le monde. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ça puisse fonctionner d'un projet à l'autre. Enfin, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a. Et c'est pour ça qu'on travaille justement sur ce côté d'accessibilité. Donc voilà, il y aura le véhicule, il y aura des animaux et des armures, puisqu'en fait le principe de MetaLife, en fait, ça c'est quelque chose que je vais vous dire, mais en fait Alors, ouais, on va en parler. Whitelist, il y a aussi notre avantage, hein, c'est 0,3 Ether, 1 par Ouais, wallet. Donc ouais, déjà, ils subissent pas le Dutch Shot. c'est ça. Il n'y a pas la Euh, Dutch ni et en théorie moins de gasoir. Enfin, il n'y aura pas de hmm. gasoir, mais enfin voilà, il peut toujours y avoir des frais de gaz. Oui, il y aura un délai, je pense, suffisamment long pour pouvoir Ouais, avoir je le temps de. pense, je dois reconfirmer, mais Sachant que c'est le vendredi et j'ai vu que c'était le dimanche, normalement, le reveal. ouais. Donc, Et on a choisi de faire un. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont contre le reveal. Nous, en fait, on a choisi de faire le reveal pour une très bonne raison. C'est qu'on a un développement, et là, encore une fois, merci à tous les projets qui ont échoué avant nous, avec cette idée de donner des NFT rares à des gens. Nous, on a décidé de ne donner aucun NFT rare à des influenceurs. Donc, zéro NFT rare pour les influenceurs et zéro NFT rare pour l'équipe. C'est-à-dire que toute l'équipe va avoir des NFT au hasard. C'est-à-dire que ce soit Robin, moi, l'équipe qui nous aide sur Discord, tout le monde va être droppé de NFT, mais on se garde pas un Célestial, un Burner, enfin, ça va vraiment être au hasard pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est un peu une force philosophique du projet. C'est que moi, j'ai vu tellement de projets qui, en fait, distribuaient des rares à des influenceurs, ils s'en gardaient plein, et puis ils se faisaient un petit pool, et puis ils se mettaient bien. Et moi, j'ai trouvé ça assez dégoûtant. Donc nous, c'est vraiment,
Ça va être du fun pour tout le monde et même moi. Donc, vous pouvez voir sur le light paper combien il y a de pools qui sont réservés pour l'équipe, pour le marketing et tout ça. Il y a toutes les informations dessus. Donc, c'est des données qui sont publiques. Et du coup, dans ces NFT, bah, tout est aléatoire. Donc même moi, je ne saurais pas. Donc sur les 250 qu'on va garder pour la team et qu'on va se repartager entre tous les membres de l'équipe, ils sont tous au hasard. Tous ceux pour le marketing, c'est au hasard. Et tous ceux pour la vente, c'est au hasard. Donc c'est-à-dire que on a des influenceurs qui sont venus nous voir en disant ouais, possible de donner un rare. Et on a dit bah non. On peut donner des NFT parce qu'effectivement, on a une pool pour le marketing. Mais vous ne saurez pas, et personne ne saura, y compris les fondateurs, euh, le NFT Ah, parce avant qu'ils le jour demandent du reveal. carrément des NFT et des rares, Ah bah oui, en fait, tant qu'à je faire. je veux pas dire tous les projets font ça, mais du coup, comme nous, on est en contact aussi avec pas mal d'autres projets. Il y a beaucoup de projets qui font ça en fait. Et il y a des projets où il y a eu des polémiques, je ne donnerai pas de nom, mais où visiblement il y a eu des moyens de savoir par rapport à la numérotation ou ce genre de choses, où étaient les rares ou pas les rares. Quand il y a des choses qui sont pas totalement on-chain, ça peut être un petit peu shady. Il y a des choses qui peuvent être gardées par une pool de l'équipe et puis redistribuées plus tard. Enfin, il y avait des choses où nous, on s'est dit, on veut prendre un positionnement, ça va être horrible, parce que ça se trouve, Robin ou un membre de l'équipe Discord aura un très rare, et puis moi, j'en aurai aucun de rare, mais Du game. ça fait partie du jeu. Ok. On va parler un peu de la métaverse parce que initialement, je pense pas que c'était prévu ou je sais pas si c'était déjà dans vos idées, mais là maintenant vous lancez à l'idée d'avoir une métaverse. Ouais. Vous avez un membre spécialiste dans la métaverse. Ça va être quoi? Ça va être une métaverse indépendante? Vous construisez tout, vous recréez tout? Comment ça va se passer en fait? Donc du coup, on part sur Unreal Engine 5. On a déjà une équipe qui bosse dessus. Donc avec des gens, bah, il y a Yvan qui lead pour le moment la toute première version du Metaverse. Donc Yvan qu'on a reçu ici chez les collectionneurs et que je t'ai montré en début de vidéo. Et on a récupéré des potes à nous qui ont bossé sur Call of Duty, PUBG, enfin voilà, sur des licences assez intéressantes dans le gaming. Donc on a une équipe de professionnels. Petite équipe pour le moment, qu'on va étendre après le Mint, forcément, qui travaille sur ce métaverse. Donc c'est un métaverse, on pourrait imaginer une espèce de mélange entre Sandbox, Mario Party et des choses un peu plus agressives. Euh, Ça va être quoi? Ça va être un seul monde? Ça va être plusieurs planètes? un seul monde avec une quantité de terrain limitée. Euh, Qui a été défini ou qui n'est pas encore fixé? alors pour le moment, c'est pas encore annoncé, mais on est en train de réfléchir dessus. L'idée, c'est quand même de garder aussi en tête qu'il y a des gens qui investissent sur ces espaces. Donc l'idée, c'est quand même de faire quelque chose avec de la valeur et qui par la suite sera déterminé par la DAO. On voulait pas faire un truc, parce qu'il y a tous ces débats euh, qui sont vachement enrichissants, mais sur la valeur des investissements qu'on peut faire dans un métaverse. Si la supply, elle arrête pas d'augmenter, si les trucs sont pas définis ou par exemple ne sont pas transférables d'un métaverse à l'autre, bah finalement peut-être qu'on investit sur quelque chose qui a pas tant de valeur que ça. Donc du coup, on essaye vraiment de se poser toutes les bonnes questions, de s'entourer, d'avoir de faire des consultings et vraiment essayer de créer quelque chose de bien. Vous Du moins avez du une mieux ordre qu'on peut. d'idée ou enfin on n'est pas au chiffre près, mais est-ce que c'est plus vers 100 000, 10 000, 50 000 ceux qui vont recevoir en fait dans les 300 premiers qui vont recevoir un land, ça va être un par un ou je sais pas oui, si tu connais Sandbox, il y a des 3 par 3, il y a des 6 par 6. Comment ça va se passer en fait? C'est celui qui va être entre 2,5 et 3 Ethers. C'est marqué qu'il recevrait un land. Un Alors, land, alors ce sera pas du un par un, ce sera un petit peu plus.
Après, on a notre propre système d'unités, de factions. Il y a plein de choses. Ouais. En fait, on est en train de faire le light paper du Metaverse qu'on va aussi, je pense, release avant le Mint. En fait, on est sur la finalisation de tous ces papiers. Et puis, comme je vous ai dit, on est une équipe assez large. Donc, moi, j'ai pas forcément en tête tous ces trucs-là. Mais ce sera avantageux, ce terrain. Maintenant, vous donnez les unités précises. Comme on est toujours en développement, ça reste difficile parce que là, ce sera du Unreal Engine, donc de la 3D comme on pourrait avoir dans un jeu vidéo. Donc ce serait plus des unités qu'il faut qu'on définisse en termes de mètres, je pense. Que ce sera une D'accord. unité plus simple pour les gens de se représenter. Il faut essayer d'imaginer un monde un peu à la Assassin's Creed, quoi, tu vois, où tu vois le personnage, donc soit en vue à la troisième personne, soit en vue première personne. Parce qu'en fait, dans notre métaverse, on veut aussi faire plusieurs niveaux d'accessibilité, que ce soit accessible depuis un PC en mode gaming, et puis plus tard via la VR et rendre tout ça compatible. Mais Du coup, là, il y a 7 factions. ouais. Est-ce que ça va être, si j'ai un PFP, par exemple, j'ai un Matrix Angel, est-ce que je fais partie de la communauté Matrix Angel et je suis ancré au Matrix Angel et il y aura des combats contre les Célestials ou comment ça va se passer? C'est quoi? Il va y avoir. C'est une question qui s'est un petit peu, posée, au début. Et en fait, on part sur des factions qui sont dans l'univers Métal-Légende, mais qui sont pas reliées au profile pic. Tout simplement parce qu'il y a des factions, on va dire, il n'y a pas assez de monde. Comme par exemple les Célestials, il n'y en a que 16. Bon, Oui, bah, tu fais pas une faction à 16 personnes. Donc en fait, on va avoir des noms plutôt de territoires plutôt que des noms de factions. Et en fait, les gens, avec leur légende, donc leur légende va leur donner accès à leurs personnages, leur armure, etc., leurs équipements. Mais du coup, un même célestial ou une personne pourra rejoindre un territoire différent. Parce que, bah, en fait, notre métaverse, on veut le garder ouvert. Et si, je sais pas, si on fait un partenariat avec Artefact ou avec les Apes, eh ben, il faut bien qu'on puisse réfléchir à une intégration et pas limiter les gens à nécessairement rejoindre un clan des Metal Legends. Donc voilà, on part plus sur des territoires qui seraient, on va dire, des grandes factions, mais qui ne sont pas forcément reliés. C'est dans l'univers Metal Legends, mais c'est pas le clan des Célestials, le clan des Matrix, etc., etc. Toi, en tant que Matrix Angel, par exemple, tu pourras choisir quel territoire tu veux rejoindre, en gros. et il y aura. Est-ce que les Célestials auront plus de capacité, pouvoir ou Ça aura un de impact. performance sur la Ouais, métaverse? ça aura un impact en fait sur tes équipements et ton personnage, parce qu'on est en train de travailler sur la gamification du projet avec un mécanisme d'évolution. En gros, notre monnaie dans le jeu, ce sera je vous donne un nom, c'est pas forcément définitif, mais ce sera des pierres légendaires. Et en fait, quand tu joues, tu peux avoir des pierres légendaires. Et en fait, tes pierres légendaires te permettent de faire évoluer ton équipement. Donc, admettons, si tu as un mode FPS, les gens jouent. Tu gagnes une partie, tu gagnes 10 pierres par partie. Et bien avec ces pierres, tu peux soit faire évoluer ton arme, soit aller sur le marketplace et t'acheter une arme. Et en fait, en fonction des niveaux de rareté, bah, plus tu as une arme puissante, plus elle aura des features qui peuvent être intéressantes. Admettons, je sais pas, moi, tu as l'armure classique ROF, bon, ben, elle a aucun effet particulier. Et une armure, par exemple, célestiale, pourrait avoir un jetpack ou un pouvoir que tu peux refresh toutes les 15 secondes pour arrêter des balles ou ce genre de choses. Donc il y aura des équipements où justement on va devoir prendre du consulting parce qu'après bien sûr il faut étendre cette équipe sur les mécanismes de gameplay, faire en sorte que le jeu soit accessible, que les gens prennent plaisir. Donc voilà, après c'est pour ça que l'équipe va être en expansion très rapide et avec des gens dont c'est le métier. Moi je suis pas professionnel du jeu vidéo, comme je disais, pour moi c'est un art de conceptualiser le fun, pas simplement penser à des mécanismes, mais vraiment faire en sorte que ce soit fun. Et donc du coup, voilà, il y aura des avantages qui seront bien, qui seront cool, mais il faut pas que ça reste, faut pas que ce soit désavantageux ou dégoûtant pour les autres. Donc voilà, en fait, si vous avez un Célestial en tant que PFP, ben vous aurez des équipements à la hauteur de votre Alors, NFT
dans le jeu. Mais comme on l'a dit, le MetaLife, on veut le garder ouvert. Donc vous pourrez rejoindre, si vous avez 3 légendes différentes, bah, vous pourrez rejoindre avec plusieurs personnages différents, échanger des équipements ou ce genre de choses. On ne veut pas créer un système où c'est uniquement fermé à un personnage avec un set d'équipements ou ce genre de choses. Les assets dans la métaverse, est-ce que n'importe qui pourra en crafter, en créer, ou ce sont des assets qui vont être donnés par l'équipe dans un marketplace? Est-ce que moi, je pourrais, si j'ai mon monde, est-ce que je peux créer sur mon land un peu mes assets 3D, ne sachant pas être, enfin ne sachant pas. Très bonne question parce qu'en fait, comme on développe sur quelque chose sur l'Unreal Engine, en fait, comme vous le savez, la 3D c'est assez dur de développer quelque chose. Ouais, Mais encore une fois, merci à ceux qui font les crash tests pour tout le monde. Ça fonctionne. Et en fait, nous, on veut partir, je pense, sur une espèce d'open source contrôlé, comme peut le faire le software Blender. En fait, Blender, c'est open source. oui. Mais dans l'idée, c'est pas vraiment totalement open source parce que il y a quand même une équipe interne, il y a une équipe qui vérifie et il y a une équipe qui va approuver ou non ce qui est fait. Donc nous, on veut partir un peu sur un modèle, je pense, à la Blender, où on laissera la possibilité aux gens de proposer des assets, pourquoi pas voter par la communauté, pourquoi pas que n'importe qui puisse modifier son terrain, mais il faudra malgré tout que ce soit quand même encadré et intégré, dans le sens où, ben oui, si vous arrivez avec un asset qui est, on va dire, joli mais amateur au niveau de sa fabrication, ben, ça peut vous faire ramer le jeu ou planter le jeu ou ce genre de choses. Donc on a tout ce challenge d'avoir un support assez gros pour accompagner les gens sur la création d'assets. Peut-être qu'il y aura des tutoriels et vraiment créer tout un truc pour garder ce côté open source, mais ça fonctionnera comme le software Blender. Donc toi, Jean-Phi, ouais, si tu veux créer un fusil, ben, si malheureusement en termes de polygones ou en termes d'optimisation, il est trop lourd pour ou pas bien fait, ben il pourra être entre guillemets refusé. Mais on a la même mentalité que Blender, que bah, si tu veux contribuer, tu pourras contribuer. Et l'objectif, c'est que les gens puissent s'approprier leur land, puissent échanger, créer leurs assets. Donc il y aura un marketplace avec les assets vendus par Meta Legends. Et il y aura aussi des assets, des community assets. Donc il y aura ces deux aspects-là, parce que nous, on va avoir toute une équipe de professionnels qui vont bosser sur les assets. Mais il y aura, enfin voilà, comme dit Bishop, j'ai vu qu'il y avait plein de questions, on y Oui, répondra à la fin. Et ouais. voilà, comme dit Bishop, ça ne contredit en rien le principe d'open source d'avoir une gouvernance. Non, mais ce qu'après, ça peut être intéressant, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas la 3D, de justement s'y mettre aussi. Alors, d'une façon peut-être un peu plus ludique ou essayer Mm. d'apprendre un peu apprendre de la 3D, quoi. Ouais. C'est pas simple hein, de base, tout le monde n'est pas 3Diste. Et Et oui, et le problème des jeux et de la VR, c'est qu'il y a une notion d'optimisation qui est encore plus impitoyable que dans la création d'images. Faire une image 3D, c'est pas grave si ça rame dans le logiciel parce qu'une fois oui, que l'image est sortie, c'est pas très grave. Maintenant, dans le jeu, si vous faites un asset qui est mal optimisé, même s'il est joli, bah, vous pouvez mm. pénaliser tout l'écosystème. Donc c'est De pour toute ça façon, que sur Sandbox, hein, t'es limité en nombre de phases, t'es limité sur plusieurs choses. Donc, eux c'est ça. aussi, ils limitent, hein, de toute Ouais. façon, qu'il arrive. Ouais, donc J'ai vu aussi qu'il y avait une application. Alors, je l'ai téléchargé, tout ça. Je pense que c'est très early. ouais, pour le euh, moment, on est à l'étape de Figma, donc c'est vraiment Où en fait, on pourra c'est se non. géolocaliser et, d'après ce que j'ai compris, se rencontrer entre Meta Légende. Alors Euh, pour le moment, c'est juste à l'étape de démo. C'est un Figma, donc ça veut dire que c'est non fonctionnel. C'est juste pour donner une idée. Donc là, c'est toujours en cours de développement. Donc il y a plusieurs volontés. Il y avait cette volonté de créer un espace pour que les gens puissent se connecter sur une map, mais pas forcément au sens obligatoire. C'est-à-dire que ce sera une fonctionnalité qui de base est désactivée et qui, si les gens souhaitent l'activer, peuvent le faire. Et ils apparaîtront pas en tant que leur identité ou quoi que ce soit, ils apparaîtront en tant que leur légende. Et c'était pour créer vraiment une espèce de social club où ça a été demandé dans la communauté en fait, et c'est une réponse directe à la communauté, quelqu'un qui a dit bah moi j'ai un restaurant, est-ce que sur l'application je pourrais avoir
business owned by a legend. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit qu'en fait, il y avait une espèce de vraie demande, qu'il y a des gens qui souhaitent se connecter et en tant que légende. Et les gens sont vachement rentrés dans le délire en mode ah moi je veux recruter des légendes, ah mais moi j'ai tel truc. Et du coup on s'est vraiment dit il fallait gérer ce côté map, mais c'est pas le côté map, tu vois, façon appli de rencontre. Ça peut être un truc tout à fait anonyme. Et toi tu mets un point sur la carte. Alors peut-être qu'il y aura des vérifs. Pour l'instant, comme on dit, on est toujours en développement, mais on pourra dire bah, par exemple business owned by a legend. Donc toi, si tu as ton entreprise, bah, tu pourras étiqueter sur la map business tenu par une légende. Et l'idée, c'est que les gens viennent un peu se soutenir. Mais c'est pas, ça va pas être quelque chose d'obligatoire. Enfin, les gens ont un petit peu peur en disant ouais, mais j'ai pas envie d'être repéré sur une map. On tient à rassurer en disant que non, non, c'est bien sûr plutôt une feature qu'on pourrait qualifier d'événementielle plutôt qu'une espèce de tracking tout le temps actif. Ouais, Non, les c'est risques. plus. Ouais, c'est ça. Donc évidemment, un aspect chat. Et on aimerait aussi l'ouvrir à d'autres. Donc là, Communauté. voilà, c'est des exemples. Donc pourquoi pas avoir les cyberkongs, les cats, et pouvoir voir sur la map, bah, par exemple, tiens, bah, au lieu qu'il y ait voilà, business owned by a legend, business owned by Bored Ape ou ce genre de choses. Je pense que ça peut être fun. Et du coup, bah, d'un point de vue business, c'est aussi intéressant parce que ça va non seulement connecter les gens qui font du NFT, donc d'un point de vue marketing direct, c'est intéressant. Et puis, bah, en fait, c'est l'application qui est développée par les légendes. Donc, c'est ce qu'on expliquait aux gens, c'est qu'il y a des top projets comme les Punk, les Ape, les Cool Cats, mais que bah, comme c'est aussi l'application des Meta Legends, en théorie, si on fait beaucoup de partenariats, bah, les Legends, ça restera quand même parmi un top 5, on va dire, euh, dans l'univers. Donc c'est très valuable, c'est quelque chose qui peut apporter vraiment beaucoup de valeur à la qualité des NFT, parce que par exemple, s'il y a une barre de recherche, et bah, ça mettra peut-être les top 5 projets, et évidemment, dans l'idée, c'est que les légendes ben, soient quand même récompensées malgré les partenariats avec d'autres personnes. Donc on souhaitait en fait vraiment creuser la réflexion de comment on va apporter de la valeur à nos NFT. Et il y a plein de gens qui disaient ouais, tu fais un autre drop ou tu fais ça, et je trouvais ça vraiment simple. Et nous, on s'est vraiment dit non, mais en fait, on va créer quelque chose qui va avoir de la valeur pendant des années, et c'est comme ça que le NFT va augmenter de prix. C'est débile de dire enfin, c'est pas débile, mais disons qu'il y a trop de projets en fait qui disent bah moi je veux augmenter la valeur en vous droppant un NFT bonus. Ouais, ok, tout le monde fait ça, mais si derrière il n'y a pas de vrai projet, comment sur le long terme, tu sais, ça garde une valeur autre que celle qui est un peu spéculative. Donc c'est pour ça que nous on solidifie notre concept avec une application, un métaverse euh, Bah, et c'est cette complet, hein. application MetaConnect. Mm. Je sais pas ce que vous n'avez pas encore inventé, mais vous êtes en train de toucher un peu tout, le gaming, le métaverse, le PFP. C'est quand même un projet qui touche un peu à tous les domaines actuellement des Ouais, NFT. mais c'est J'ai un vu que vous projet aviez un wallet, oui. ouais, voilà, c'est un projet d'envergure, mais quand même maîtrisé. Voilà, on est... Oui, 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 non, mais après, je pense pas que ce soit quelque chose qui va sortir demain. Ce sera sur du long terme. Mais le fait d'avoir un PFP n'est pas que d'avoir un PFP. Il y a toute une roadmap derrière qui est quand même assez complète et assez impressionnante. J'ai vu que vous aviez un wallet où vous allez mettre aussi un peu de côté pour soutenir le projet. Ça fait Euh, Vous allez aussi voilà, donner plusieurs une choses. partie pour la charité. J'ai vu alors est-ce que ça a été défini ou pas? Je ne sais pas si vous avez défini euh, à qui vous allez reverser les 54 321 Ça sera dollars. un vote de la communauté normalement. Donc la D'accord. communauté, c'est la communauté. Alors ce sera avant la DAO, mais c'est la communauté qui va choisir l'association. Et ce sera totalement libre. Donc c'est-à-dire que c'est même pas nous qui allons proposer des associations. euh, Dans le sens où on voulait vraiment quelque chose de fair. Tu vois, genre the committee will get to pick the charity. On pensait que c'était Mhm. important parce que tu sais, des fois, enfin, il y a tellement de stars qui font de la fraude fiscale avec leur putain d'association que on s'est vraiment dit non, non, c'est vraiment un vrai geste qu'on veut faire, et on veut pas faire comme certains et dire ouais, tenez, donnez à telle association, et finalement inciter les gens à donner pour une cause pour laquelle qui nous plairait à nous,
ou qui pourrait être, je sais pas, à la femme de l'un des fondateurs. Enfin, tu vois, tu as souvent ce truc-là, tu sais, dans les charités un peu déguisées des grandes stars. Donc nous, on s'est dit non, c'est 100% la communauté qui choisira et qui nous dira à qui on doit donner. Et je pense que c'est beaucoup plus fair, c'est beaucoup plus juste. Et pour nous, ça nous garantit aussi de rester neutre. S'ils ont envie de donner pour les animaux, pour l'environnement ou pour, j'en sais rien, la sauvegarde, enfin, peu importe. Tant que ça protège l'environnement, euh, enfin voilà, Ouais. l'écologie, c'est la communauté qui va choisir. Ensuite, bah là, Alors, on est il y a déjà. un truc, il y a un truc que j'ai pas compris, puis on va passer aux questions de la communauté. C'est quoi le temple célestial en fait? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Le temple Euh, célestial. ouais, dans 40% en fait. Tu vois, la création de. Et ça, c'est quelque chose qu'on va bientôt révéler, mais voilà, ce sera un espace Un où les hub? gens. Voilà, on en annoncera un petit peu plus, mais voilà, l'idée, c'est de créer aussi un endroit où les gens puissent se Se retrouver? rencontrer. Voilà. D'accord. Ou plusieurs. Si le projet marche bien et qu'on a Qui des sera bonnes intégré dans la discussions, métaverse? ça peut être dans la métaverse et dans le monde réel. Voilà, j'en dis pas plus. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on peut passer aux questions, parce que je pense qu'on a fait quand même pas mal de tours, et puis là, ça fait déjà Ouais, un petit ça peu de fait temps. longtemps. Euh, alors, on va passer aux questions. J'ai eu plusieurs questions. Première question. Euh, Est-ce qu'on peut participer au méta sans avoir un NFT du projet? Donc, si c'est la partie MetaLife, donc notre métaverse, alors il faut savoir que c'est un projet en développement. On est déjà dessus. Mais avant la release, ça va prendre du temps et ce sera d'abord intégré aux légendes. Donc les premiers gens qui auront accès à l'alpha, toute l'étape de test et les premières features, ce seront les légendes. Mais notre objectif, c'est de s'ouvrir à tous les autres projets, de garder un petit peu cette mentalité open source. Et notre objectif, c'est que peut-être, ouais, je sais rien, là c'est totalement aléatoire le chiffre que je vais donner, il faut pacifier, mais peut-être que dans 2 ans et demi, eh ben, vous puissiez, si par exemple avec le projet Artefact, les clones X, bah, pourquoi pas rentrer dans le MetaLife avec l'un de vos clones du projet Artefact. Ok. Une autre question qui n'a pas le lien avec le projet. Pour toi, est-ce que les CryptoPunks sont-ils de l'art? Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Yvan, on avait déjà eu la discussion et qui disait qu'à partir du moment où les gens disent que c'est de l'art, et ben c'est de l'art. Dans le sens où l'art, c'est dans la définition, je pense que à partir du moment où on dit que ça en est, ça en est. C'est ce qui rend tout le concept aussi facile et aussi compliqué à définir. Pour moi, je vois ça comme une forme d'art à titre personnel. Je comprends qu'il y ait des gens qui pas que ce soit de l'art. Mais je trouve que par le côté novateur du projet, le fait que ce soit génératif, même si c'est qu'un tas de pixels, c'est quand même lié à une blockchain. Enfin, il y avait quand même tout un côté très novateur et très passionnant. Donc, il n'est pas improbable. Le temps nous le dira, mais il n'est pas improbable que dans une centaine d'années, on parle encore de ce genre de projet comme quelque chose qui a marqué un tournant dans l'ère de l'art digital. Donc pour moi, les CryptoPunks ont leur place en tant qu'œuvre d'art. Mais je pense que c'est le principe de l'art. Chacun peut donner son avis, mais personne peut vraiment dire, tu sais, c'en est ou c'en est pas. C'est mon point de vue personnel, mais oui, Ouais. moi, à titre perso, je considère ça comme de l'art. Ouais.
J'ai une question de Big Dieu qui me demande est-ce que tu as regardé la collection Artefact Est-ce que tu en penses Est-ce que tu as un avis sur. Moi, j'adore. C'est cool. Je crois que c'est demain leur mint. Ouais. Ah bah faut que je sois là. Ça fait partie des projets qui m'intéressent. Je collectionne pas beaucoup. J'ai essayé de collectionner les mechas, j'ai pas eu de chance sur la rafle. Pour moi, c'est totalement, je peux dire, c'est totalement mon genre de collectible. C'est très japonisant, c'est très stylisé. Il y a des modèles 3D qui vont venir. Euh, Moi, ça me plaît bien. J'aime bien ce genre de projet. Et puis, je me Quitte suis à faire connecté. un jour un rapprochement Métal Legend Artefact, je sais Et pas. ben ça a commencé. Le cofondateur de Artefact s'est abonné à moi sur Twitter. Donc, Ah, c'est à mon début. c'est un début. Ah, ça a changé. Artefact, voilà, 27 novembre, les pré-sales. Oui, ça a été décalé. Je regardais en Ah, même d'accord. temps. Ok. Ils ont décalé un peu. Ouais. Une autre question. Si tout n'est pas mint, qu'est-ce que vous avez prévu en faisant un calcul rapide, ça fait 3700 Ethers, à peu près 15 millions de dollars au minimum, si chaque NFT est vendu à 0,3. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu si vous n'avez pas tout mint Est-ce que vous avez De toute pensé à façon, ça bien sûr qu'on y a pensé, on essaie de prévoir absolument tout ce qui peut se passer, y compris une attaque des DOS le jour du mint. Donc on est solidement préparé à toutes les éventualités. Je pense qu'on lance pas de projet de cette envergure à la légère. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, il y a des projets qui se sont pas vendus et qui aujourd'hui ont un succès colossal. Je crois que c'est le cas du Bored Ape Yacht Club. Il me semble que tout n'a pas été vendu tout de suite, en tout cas le jour J. Encore une fois, Non, corrigez-moi. ça a mis une semaine, mais c'était Voilà. vraiment très précurseur, hein, c'était vraiment tout début. C'est sûr Je que suis- maintenant, les PFP, il y a tellement eu d'engouement en juillet. Enfin, Ouais. Il y a de et fortes chances que tout parte, mais si tout ne part pas, eh bien, ça restera un peu comme les Bored Apes. Ça descend au prix le plus bas, donc fin de la Dutch à 0,3, et ça reste jusqu'à 0,3. Et puis nous, de toute façon, on attaque notre roadmap et on est déjà dessus en fait. On mais développe déjà. vous arrêtez ou comment ça se passe en fait vous laissez jusqu'à ce que ce soit sold out? On laisse jusqu'à ce que ce soit sold out. D'accord. Donc ce Euh, sera toujours en vente tant qu'il y en a. ok. Une autre question. Dans quelle proportion tu penses que Ready Player One a inspiré Metal Legend? Euh, Moi, je suis plus un fan de Matrix, de peut-être de Ghost in the Shell, et ce genre de choses. Donc très souvent, les gens ont plutôt Ready Player One, parce que Ready Player One, c'est carrément le côté métaverse en fait. Mais dans l'inspiration, on va dire, au niveau du graphisme, de l'art direction et même de ce qu'on avait envie de faire, je pense que c'est pas si inspiré que ça de Ready Player One de mon côté, parce qu'on est plusieurs fondateurs. Il est fort possible que Robin, lui, soit un grand fan avec tout le côté Easter egg, chasse et game. Et c'est ça qui est intéressant sur un projet, c'est que chacun complète la vision de l'autre. Donc je dirais que de mon côté, en tout cas dans les designs, il n'y a pas de Ready Player One dans l'aspect graphique. Maintenant, dans le projet, je pense que pas de mon côté, mais du côté des autres collaborateurs, il y a probablement du Ready Player One euh, à plus forte à plus forte quantité. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec un projet, c'est que chacun amène un petit peu sa petite pierre à l'édifice. Et il y a une J'ai une autre question, question. Oui, de je crois que CryptoClay. je- Bah, je peux te la poser, puis après, si tu veux, ouais, si avais une question. Est-ce que vous avez un avocat dans l'équipe? oui, plusieurs. Ouais, on est très chargé en avocat, en sécurité. Enfin, on a pris vraiment toutes les. Ça fait un petit trou dans le portefeuille, mais je pense que pour un projet d'envergure, c'est indispensable d'être prêt sur tous ces aspects-là. Est-ce qu'il est prévu un film plus tard?
Totalement. Dans l'idée, alors ça fait pas partie de notre roadmap launch, mais comme vous l'avez vu, il y a la roadmap launch, il y a aussi une roadmap growth. Donc voilà, ça a pensé à cliquer. Et du coup, il y a des petites idées sur les mécanismes, comme par exemple, on va dropper une pierre légendaire à tous les holders de la saison 1. Et du coup, ce sera un petit peu, je spoil un petit peu, mais on en a parlé lors de notre comment ça s'appelle de notre keynote. Ce sera un petit peu comme les mutants avec les il y aura la possibilité en tout cas de faire évoluer en quelque sorte ces légendes. Donc ça va être assez marrant. Collaboration avec d'autres projets NFT. Et du coup, voilà, comme on a dit, ça c'est l'idée one of our ultimate dream, donc l'un de nos rêves ultimes. Donc l'un de nos rêves, hein, pas le plus, pas forcément le but final. Et ben, ce serait d'avoir pourquoi pas un film, une série ou ce genre de choses. Donc ça fait partie. Je pense qu'on a un univers assez intéressant pour essayer de raconter des histoires. Et on a déjà pas mal de petites choses dans les tuyaux, peut-être des partenariats avec des réalisateurs. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se cookent euh, en off et qui, je pense, vont être vraiment très intéressantes pour la suite. Il y a une question d'Alexis. Les partenariats avec les autres communautés de possesseurs de collectibles en sont à quel stade? Est-ce que c'est une première approche, une négociation? Est-ce qu'il y a une finalisation ou est-ce que c'est déjà finalisé? Et comment ils réagissent à votre proposition de partenariat? Tous les partenariats pour le moment sont finalisés et la plupart des partenariats qu'on a faits, euh, c'est plutôt eux qui sont venus nous chercher que l'inverse. Puis après, on a aussi fait des partenariats avec des connaissances comme les OX Crystal ou par exemple, il y a Undecided Judge qui parle pourquoi le Wrong Artem Club. Tout simplement parce que l'une des fondatrices était une collègue prof. Voilà, on enseignait dans la même école et puis il y avait un petit peu cette idée de se soutenir en tant que communauté. Il n'y a pas eu de jugement sur le projet en train de se dire c'est bien, c'est pas bien. Enfin, c'était simplement pour filer un petit coup de main et faire une collaboration. Et on est très content qu'eux aussi puissent soutenir le projet. Donc voilà, c'était vraiment très bon enfant. Il y a eu des annonces sur les partenariats On n'a pas fait énormément de Non, pas partenariats du tout. sur. Ouais. Pour l'instant, C'est ça n'a pas plutôt encore pour des été tellement giveaways. annoncé. Ouais, c'est ça. C'est plus sur des giveaways ou ce genre de choses. Euh, Voilà, il y avait d'autres questions. Bah, vas-y, hein, si t'es Euh, prêt. ouais, il y avait Oyaji qui avait posé la question, et ça, elle est assez intéressante. Toi qui t'étais lancé dans des collectibles sur Rarible au début, comment as-tu réussi à faire des lancements corrects? Et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que moi j'ai rejoint les NFT. J'ai vraiment pris les NFT comme un. J'ai toujours été comme ça. Je me suis toujours amusé des choses. Mon tout premier collectible, il était à 4 dollars. Donc moi, j'ai pas du tout rejoint les NFT. Euh, je l'ai un peu rejoint avec le même état d'esprit que Lapin Mignon, quoi. Plus en mode, tiens, je vais uploader une image et c'est drôle d'avoir un count et c'est drôle de voir des gens qui vont collectionner ce truc-là. Mais à aucun moment, au début, quand j'ai rejoint les NFT, je me suis dit, je vais faire une collection, puis ça va avoir de la valeur, puis je vais mettre des gros prix, et puis, ah bah tiens, ça marche. Non, j'ai vraiment rejoint ça par amusement. Et d'ailleurs, ça prend un petit peu de valeur, puisque l'autre jour, il y a une carte qui s'est vendue à 500 dollars. Donc cette carte, elle est passée de 4 à 500 dollars sur les Crypto Monsters. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de m'amuser en fait. C'était plus par amusement. Donc, faut pas me parler dans mes débuts de lancement successful parce que c'était. J'ai pas eu de lancement successful en fait parce que j'avais pas ça, j'avais pas ça à l'esprit. Donc, pour moi, c'est difficile de parler de mon lancement parce que mon lancement, il n'était pas du tout intéressé par l'argent. Maintenant, un projet comme Meta-Legends, bien évidemment, derrière là, cette fois-ci, il y a la réflexion de créer quelque Oui, non, chose c'est sûr, qui a de la ça n'a rien à valeur. voir. Mais du coup, si c'est pour répondre à la question, quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui se lance en tant qu'indépendant, je dirais qu'il faut le faire en équipe. Je
pense que c'est important. On ne peut pas tout maîtriser, surtout l'aspect blockchain, l'aspect, pourquoi pas marketing, ce genre de choses. Mieux vaut gagner un peu moins de sous et le partager avec des gens qui sont compétents. Et puis faire un projet, on va dire, un peu à la hauteur de ce qu'on a envie de faire. Moi, je me lance dans les collectibles parce que aujourd'hui, je peux me le permettre, autant dans les sous que je peux investir dans mon temps, par exemple. Bah, moi, j'ai totalement arrêté mes boulots clients pour me focaliser là-dessus. Donc ça déjà, faut pouvoir le faire. Que dans l'entourage. Enfin, vraiment, il y a plein de conditions qui sont réunies. Et du coup, je dirais que pour quelqu'un qui veut lancer un projet d'envergure, je pense qu'il faut quand même avoir un bon réseau, des contacts, un plan solide et être prêt à investir des sous. Parce que ben, le contract, ça va coûter des sous. Faire auditer son contract, ça va coûter des sous. La waitlist, plus elle est longue, bah, plus ça coûtera euh, des sous lors du mint. Enfin, il y a plein d'aspects. Pareil, si vous voulez une super sécurité béton et prévoir les attaques des DOS, bah, ça coûte des sous. Si vous voulez un gros serveur, ça coûte des sous. Donc, ça fait vite un petit billet à prévoir. Donc, là, c'est un conseil. C'est faites les choses dans l'ordre. Peut-être commencer par faire une collection, peut-être de 10, 20. Il y a des collections successful qui sont lancées par des artistes qui font pas grand-chose. Oui, se faire Si plaisir. je prends comment il s'appelle Yugal, bah, je crois qu'il a lancé une collection de 14 pièces ou quelque chose comme ça, et ça a très bien marché. Et, on peut lancer des collections. Voilà, il y a Clément Morin aussi, artiste français, Rick Houston Break aussi, euh, bonne petite bonne petite collection qui est... Voilà, je pense que faut garder en tête qu'on peut faire. Il y a Julien Rivoire aussi, artiste français qui a lancé une collection. Et je crois je sais plus par combien il les faisait, peut-être 100 par 100. Là, vous voyez, il y a 40 items et c'est déjà une collection qui a fait 214 Ethereum de volume trade, quoi, avec un floor price de 28. Et comme je vous disais, voilà le projet de Yugal. euh, je crois que c'est ça, hein, ouais, Yugal. Euh, je crois que c'est 14 pièces. Donc je pense que voilà, 14 items. Voilà, 75 Ethereum de volume. Voilà, on peut commencer par faire des petites collections et je pense que bah, franchement, faire 75 Ethereum avec une collection, c'est pas mal du tout. Parce que là, Mm. bah, c'est une collection qui est gérée tout seul. Faut pas oublier que Metal Legends, il y a une équipe, que la quasi-totalité des sous bah, vont être réinvestis dans le futur du projet. Enfin, Oui, bah, ça du devient une coup, entreprise, hein. c'est ça, c'est pas parce qu'on génère beaucoup d'argent que c'est forcément des gros gains. Alors, euh, probablement que si, c'est ce qu'on se souhaite tous, mais ce que je veux dire, c'est que on peut lancer des petites collections et avoir du succès avec des petites collections. Faut pas voir le 10K project et se dire c'est le seul moyen de gagner beaucoup d'argent. Voilà, il y a plein d'exemples de gens qui lancent des petites collections de pièces qui sont voilà, pareil, la collection de Clément Morin, et qui ont beaucoup de succès. Voilà, 80 Ethereum de trader. On a aussi des gens qui font ça dans notre communauté, comme par exemple CryptoClay. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent lancer une collection, je pense que le tout, c'est de le faire à la hauteur qu'on a envie de le faire, c'est d'avoir du fun, du plaisir, et, euh, et pas oublier qu'une petite collection indépendante, ben, on est 100% maître de ce qu'on fait, alors qu'un projet ben, avec 10 000 pièces, il faut s'entourer d'un développeur, il faut s'entourer d'experts, il faut s'entourer de beaucoup plus de personnes, et c'est tout de suite beaucoup plus proche de la gestion d'une entreprise que d'une petite collection pour indépendant. Donc si on est vraiment tout seul, genre une seule personne, je suis pas sûr que faire un 10K project, c'est une bonne idée. Mais il y a des gens qui vont y arriver, c'est sûr et certain. Mais effectivement, c'est pas pareil. Donc voilà, n'hésitez pas à lancer des collections. Ça a été, Meta Legend, ça a été déposé, il y a eu des brevets. S'il y a par exemple, il y a une collection Meta Legend qui sort sur Solana, il y a une action qui va être mise en place ou vous laissez. Pour le moment, le Meta Legends est effectivement déposé et ce sera sur une gestion de droits similaire à ce qu'on peut retrouver sur le board Ape.
Donc les gens possesseurs de leur NFT ont les droits commerciaux. Donc quelqu'un, par exemple, qui est owner de la Meta Legends, je sais pas moi, numéro 500, et ben, elle pourra se servir de la Meta Legends 500 même pour en faire des t-shirts à son effigie et garder les sous dessus. Mais il n'y aura pas la possibilité pour quelqu'un de créer un produit à part entière, Meta Legends, et revendre ça sur la blockchain Solana. Il y aura des Après, actions, quoi. normalement, oui. Je dis Ok. normalement parce qu'après, c'est vrai que c'est un Non, vaste après, bon, monde. c'est pas. On est Ouais. déjà scammé, à mort sur OpenSea. Voilà, je suis pas sûr qu'on aille poursuivre en justice tous ces gens-là. Déjà, si OpenSea pouvait down toutes ces collections, il y a déjà des mecs qui ont réussi à scammer des gens, incroyable. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, enfin, ça, c'est pas des gens qu'on va poursuivre, c'est des sites qui vont être down par OpenSea, et j'espère bien qu'OpenSea va rembourser. On envoie très, très, très régulièrement des Ouais, emails à après, ça, OpenSea. c'est généralement tous les projets un peu hypés. De toute façon, Ouais, tu vas te retrouver avec 50 collections Meta Legends sur OpenSea assez vite, surtout au niveau, à peu près quand ça mint. Faut faire vraiment attention. Bien vérifier que quand vous mintez, c'est le contrat, ou quand vous achetez en secondaire, que c'est bien le contrat, quoi. C'est super important. c'est ça. Deux petites questions. Est-ce que c'est toujours d'actualité d'avoir le logo, un trait caractère, le logo de la communauté, ou Euh, de, de quoi on parle, le le logo? logo de la communauté comme trait de caractère, est-ce que tu l'as intégré ou Il y a c'est pour les un, fêter? il y a un petit clin d'œil, collectionneur. Et est-ce que tu as eu le droit de mettre un petit zizi comme trait de caractère ou pas? Je sais pas. Oh, non. OK, fan. Non. OK. Non, il n'y a pas de, il y a pas de petit zizi en, en trait de caractère. Il y a que des gros, tu veux dire, c'est ça? C'est ça. Alors, je suis plutôt parti sur un truc cool. Donc, ce sera un trait rare pour les collectionneurs. Ouh, on est spécial. OK. Voilà. Je te remercie beaucoup, Max. Je sais pas, je pense qu'on a fait vraiment Juste, le tour ouais, il y assez a juste complet. une petite dernière question. Il y a Voilà. sur Twitch, il y avait pas mal de gens. Bon, on va pas pouvoir prendre toutes les questions, mais il y a Blancos Megateuf qui posait une question intéressante. Est-ce que l'équipe, tout le monde est français ou vous êtes tous un petit peu éparpillés sur le globe? Euh, pour le moment, l'équipe est francophone. Donc, la majorité de l'équipe est francophone. Il y a une partie qui est installée à Dubaï. Il y a une partie, l'équipe de communication, elle travaille à Barcelone. Euh, donc voilà, on est un petit peu Ok, ok. Donc tout le monde basé. parle français. Ça, c'est peut-être plus simple aussi pour au niveau de la compréhension quand tout le monde parle la même langue, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, C'est un c'est projet plus simple de de Frenchie, communication. mais tous n'habitent pas en France. Voilà. Ouais. Bah après, t'es pas obligé d'habiter en France pour être français, quoi. Donc, y a pas de souci. Voilà. Pas de souci. Bah ouais, les autres questions, malheureusement, on va pas pouvoir tout répondre parce qu'on a déjà pas mal dépassé. Je pense qu'on a pris assez du temps de Max. On va le laisser bosser sur la fin de son projet. Merci Max d'être venu en tant qu'interviewé cette fois et non en tant qu'intervieweur. Ben, Merci à merci de m'avoir Jean-Phi. reçu. Bah de rien. Merci à Jean-Phi aussi pour l'interview. Ça fait plaisir. Moi, j'ai eu plaisir à écouter, que ce soit toi, Max ou Jean-Phi qui posait les questions. Merci également à tous ceux qui étaient là ce soir. N'oubliez pas, si vous voulez nous suivre sur les réseaux qui apparaissent et sur Twitch également, si vous voulez suivre, ça fait toujours plaisir. Et du coup, prochain AMA, dimanche 21h, on va voir, pour l'instant c'est la surprise, je n'ai pas encore défini qui ce sera. Voilà, donc bonne soirée à tous. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui n'ont pas, Ah bah si vous n'êtes pas qui sur sont pas Twitch, sur le Discord de Meta Legend. ah Voilà, bah le lien bien aussi. sûr,
Je vais Puis, vous mettre une petite invitation, mais je pense que tout le monde est déjà, hein. Je pense que tout oui, le je monde pense qu'il y a est beaucoup de monde déjà. qui sont déjà dessus. Je mets une Mais invitation, bien sûr, c'est un référent. Je sais que non, c'est métal. non, pas du tout. Pas du tout. Repose-toi bien, Max. Après le mine, tu prends un peu de vacances, ou tu continues, t'enchaînes, et puis enfin, je sais pas, ça devient intense, T'as ça, intérêt ton à prendre année des quand même. vacances, Max, hein, je te dis tout de suite. Ouais, c'est pas prévu. Comment pas ça, Mais, c'est prévu. pas prévu? Non, mais tu rigoles ou mais quoi? en période de Noël, oui, probablement que je Ah, prendrai quelques jours. quand même, quand Ouais. même, quand même. Voilà, Noël, premier de l'an, je pense que je serai tranquille. Attention à toi. Mais oui. Oui, Faut merci. dormir un peu, hein, faut Merci. dormir un peu. Ouais, faut dormir. Mais bon, c'est un projet tellement important que Ouais, Ouais. je peux disons que comprendre. là, quand on est dans le dernier Pas le temps de rush, l'idée dormir, quoi. c'est de faire en sorte que tout fonctionne. On vous souhaite bon courage. Et puis, On bah, va encore suivre ça de merci. très près. Merci à Et on tous. suit ça de très près. Bah, merci à tous. Et puis, du coup, à très bientôt. Je me déconnecte et Je je vous souhaite une bonne soirée. retourne au boulot. Merci.